Un plaisir de vous retrouver ce dimanche encore. Bonjour à toutes et à tous. On parle aujourd'hui des examens prénuptiaux qui ne sont pas toujours une priorité lorsqu'il s'agit de procréer. Pourtant, avec l'augmentation des cas de maladies génétiques comme la drépanocytose, nul n'est à l'abri. Face à cela, le test de drépanocytose donc est désormais obligatoire avant le mariage. Mais quel avantage ou encore inconvénient y a-t-il à faire ce test et par ricochet à faire les examens prénuptiaux avant le mariage? Le décryptage avec les confrères va s'intéresser à cette problématique. Et puis, face aux échecs des reboisements de grande échelle, les actions sont progressivement orientées vers une meilleure implication des populations et une prise en compte de leurs besoins. C'est à travers une expérience innovante de reboisement communautaire implantée dans la forêt classée de Rouedo. De quoi s'agit-il? On va en parler tout à l'heure. Voilà donc le menu de votre émission Wikeko. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Vous le savez, le premier arrêt qu'on marque, comme d'habitude, c'est le mini-journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce mini-journal de Wikeko. Mondialisation, digitalisation et besoin d'innovation, ce sont là quelques paramètres qui obligent aujourd'hui les acteurs du secteur de la santé à se mettre au pas. Les cliniques privées le comprennent et cherchent à améliorer la pratique médicale. Moyen trouvé des journées nationales. Depuis le 5 juillet 2021, l'Association des cliniques privées du Bénin tient ses premières journées nationales avec au menu de riches panels animés par d'éminents docteurs du Royaume de Belgique. Une équipe de notre rédaction était au Golden Tulip où se sont tenues ces assises. Suivez plutôt. On ne peut pas se baser uniquement sur le secteur public pour améliorer la santé publique. Il y a le secteur public, il y a le secteur privé. Tous sont acteurs du développement sanitaire et le rôle que joue chacun d'eux n'est pas sans défi. Au niveau du secteur privé, les défis sont énormes. Le défi, il est grand, dans la mesure où les besoins sont énormes. La disponibilité en infrastructure de soins est moins importante que dans un autre hémisphère. Et pour les acteurs actuels dont il faut souligner le courage et surtout l'investissement, les défis sont honnêtement énormes. Pour affronter ces challenges, l'Association des cliniques privées du Bénin, ACPB, pense à une ouverture vers l'extérieur. Des journées d'échange, loin des stéthoscopes et bistouris, le temps de réfléchir à la façon d'améliorer la pratique médicale, avec à la clé la coopération bénino-belge. Nous avons avec les partenaires béninois décidé d'avoir un pilier relatif à la santé dans notre coopération avec le Bénin jusqu'en 2023 qui est mise en place depuis plus de 2 ans maintenant. Par cette décision d'ouverture vers l'extérieur, la CPB offre à ses participants des outils sur des thématiques assez pointues dans l'administration des soins de santé. Ces journées nous ont permis de développer des thématiques claires sur l'accueil, sur la gérance, sur comment effectivement avoir un pack de matériel biotechnique soutenu par un biotechnicien de qualité. La dynamique vraiment de l'amélioration, c'est notre ambition. D'autres journées suivront après celle-ci. En attendant, les participants repartent avec un bagage non moins négligeable pour apporter dans le secteur sanitaire privé du Bénin du sang neuf. Faudrait le préciser, les activités initiées dans le cadre de ces journées ont pris fin hier samedi. Venons-en à présent à ce constat. Les produits localement fabriqués continuent d'être abandonnés par les populations.
Pour des raisons diverses et multiples, la consommation du Made in Bénin n'est pas encore entrée dans les habitudes. C'est le cas sur le marché de l'ameublement où de nombreux Béninois préfèrent encore acheter les meubles importés que ceux localement produits. Et pourtant, cette attitude n'est pas sans conséquences sur l'économie nationale. C'est du moins ce que nous fait constater Rodrigue Babagbeto dans ce reportage. Il faut au moins 180 000, 200 000 euros à moi. Isidore est menuisier et est à ce jour dans sa 47e année de profession. Un métier qui aujourd'hui lui laisse un goût de plus en plus amer et pour cause, la préférence des Béninois pour les meubles usagés importés. On ne vend plus comme on le devrait. On est obligé de revoir les prix à la baisse. Depuis que j'ai commencé ce métier, on vend les lits entre 25 et 30 000 et c'est toujours au même prix actuellement. Si c'est trop, c'est 40 000. À quelques encablures de son lieu de vente, nous retrouvons Armand. Son atelier de menuiserie est aujourd'hui côtoyé par un stand de vente de meubles importés. Les Béninois n'aiment pas consommer du local, ils préfèrent les importer. C'est son constat. Tout ce qu'ils ont amené là, c'est ça qui va finir d'abord, avant que les clients vont commencer par demander qu'est-ce que tu as ici, qu'est-ce que tu as là. Si leur truc ne finit pas, ils ne viennent pas ici. Or, les importés ne durent pas comme ce que nous fabriquons. Les meubles usagés importés, ils proviennent pour la plupart d'Italie, de France ou même d'Allemagne. Les gens d'ici n'ont pas, ils travaillent, mais ils n'ont pas assez d'instruments pour renchérir, pour mettre ça propre comme le client le veut. Mais si par contre ça quitte là-bas pour venir maintenant, les gens s'intéressent directement à l'esthétique de la chose et ils paient directement. À Cotonou, les vendeurs de ces meubles sont de plus en plus nombreux et laissent au sein de la population diverses appréhensions. Les meubles importés, moi j'aime ça. J'aime pas parce que c'est exposé aux intempéries, la poussière. En plus c'est mis au bord de la voie. J'imagine quand il pleut, comment ils s'arrangent à ramasser tout ce nombre de fauteuils qu'il y a dehors. Et quand ça vient, je ne sais pas combien de temps ça fait là-bas, avant de venir acheter ça à mettre chez moi. Si l'importation des meubles usagés contribue un tant soit peu à la croissance du PIB, il n'en demeure pas moins qu'il plombe l'économie locale. Si vous utilisez un meuble local, tout ce que vous payez, il y a celui qui achète le meuble chez le menuisier pour vendre, il y a le menuisier lui-même, il y a le producteur de bois qui a quelque chose dedans, il y a le bûcheron. Alors que quand vous en importez, il n'y a que seulement les commerçants du bois qui en profitent. Et pour une préservation des emplois, Isidore, tout comme Armand, propose une solution radicale. Hélas, elle ne saurait être bénéfique pour les nations au pas de la mondialisation. On doit arrêter l'importation. Tout ce qu'on peut appeler l'interdiction, tout ça, ça ne marche plus dans ce monde libéralisé. Mais par contre, on peut agir sur deux plans. Le premier point, c'est de taxer plus fortement les produits qui sont importés. C'est de former nos menuisiers, nos ébénistes, nos travailleurs de meubles pour qu'ils fassent des meubles de qualité. Autant de mécanismes que le Bénin pourrait rajouter à celui faisant état de la présence de 60% de meubles locaux dans les administrations. Allons à présent à la découverte de cet artiste designer qui exprime ses sensations, son état d'âme et ses appréhensions à travers ses œuvres. Des créations particulières avec des techniques qui allient le fer forgé au bronze, à la pierre et au bois. Marak, de son nom d'artiste, se dévoile à François Zinsou et Ulvaeus Balogun dans ce reportage. Mes œuvres, en général, les masques reflètent mon état d'esprit du moment de la création. Ce masque en fer est le reflet d'un visage partagé. Quand vous regardez bien le visage et la position de la tête, vous comprenez que c'est quelqu'un qui se pose des questions quand même. C'est la mécompréhension. La mécompréhension qui laisse entrevoir un sujet universel, mais aussi une singularité qui lui donne vie. L'œuvre est de Marius Akani, alias Marak, un mécanicien de formation qui a délaissé les capots de voiture pour explorer avec grâce la fine frontière entre l'art et le design. Je me suis dit, tout ce que j'accouche, ce qui me sort de la tête, part sous le capot d'une voiture. J'ai décidé un jour d'arrêter avec la mécanique
Et je me suis dit, là maintenant, ce qui va me sortir de la tête peut être matériel, peut être visible quelque part, ça peut être accroché à un mur. Quand j'ai de la peine, je l'exprime par là. Quand j'ai une joie, je l'exprime par là. Tous mes états d'âme sont dans mes œuvres. Cet autodidacte façonne des pièces en bois locaux qui mêlent les fonctions du mobilier et de la sculpture. Des œuvres à travers lesquelles il explore, découvre et s'amuse à en repousser les limites. Généralement, c'est le quotidien que nous vivons. Les sœurs siamoises sont sorties de ma première connaissance de naissance de siamoises au Bénin ici. Je me suis dit, c'est des bébés. Si on voit déjà ce qu'on fait des albinos, qu'est-ce qu'on va faire de ces enfants? Je me dis, je vais quand même représenter ces bébés-là, mais en adultes, parce que j'aimerais bien qu'on prenne soin d'eux, qu'ils deviennent un jour des adultes. Quand on parle d'expression, la joie, les peines et tout peuvent se lier sur un masque. Mes émotions sont dans mes œuvres. C'est peut-être ce qui me pousse à faire beaucoup de masques aussi, entre autres, dans mes sculptures. Malgré sa trentaine d'années de pratique et de maniement du bois et du métal, Marak reste un artiste pudique. Moi, toutes mes réalisations, je les vis. Elles me viennent de très loin. Ce qui fait que j'ai du mal à m'en débarrasser. Jusque-là, je ne réussissais pas à donner une valeur à mes œuvres. Mes œuvres qui sont parties, j'en ai fait cadeau. Grâce à ses œuvres, Marak se démarque par une technique qui reflète une profonde compréhension du matériau et de la forme. Une singularité pour sortir des sentiers battus. C'est sur cet élément que prend fin ce mini-journal. Madame, Monsieur, Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous, Alexandra Diotan. Et sans plus tarder, on laisse la place à Patrick Adiabodjou qui a parcouru les journaux pour nous. C'est la revue de presse économique. « 13,6 milliards de francs CFA de manque à gagner pour mauvaise gestion à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT. C'est le point d'étape de l'audit réalisé sur la gestion de l'agence sur la période allant de 2016 à 2020. D'après le compte rendu du Conseil des ministres en date du 7 juillet 2021, l'audit a fait ressortir de graves irrégularités qui débouchent déjà sur des sanctions selon la Nation. 13,6 milliards de francs CFA dilapidés, dont 1,3 milliard de francs CFA concernant des décaissements relatifs à des marchés irrégulièrement passés. 191 millions de francs CFA de paiement pour des actes anormaux de gestion et 12,1 milliards de francs CFA au titre de présomption de fraude dans le cadre de la gestion des opérateurs d'immatriculation. Fraternité a également relayé l'information à la page 3 de sa parution du jeudi 8 juillet 2021. Le journal placade en manchette « Malversation à l'ANAT, la corruption à la peau dure, talent déterminé ». Par ailleurs, sur un autre pan de l'actualité, Fraternité constate la cherté des denrées de consommation. Selon le journal, l'inflation se poursuit avec la hausse des prix des denrées alimentaires. Dans les marchés de Kpaou, Vedoko et Menantin au sud du Bénin, clients et vendeurs crient leur ras-le-bol. Très rapidement, le gouvernement a pris des mesures qui portent déjà leurs fruits. Plusieurs camions de vivriers en partance pour l'extérieur sont arraisonnés dans le nord Bénin, nous apprend la presse du jour. Une opération qui permettra aux Béninois d'avoir des produits disponibles sur le marché local et ce à un prix raisonnable. Pour une croissance économique évolutive et constante du Bénin dans le contexte de crise sanitaire liée au coronavirus, la vigilance doit être de mise malgré la résilience. Fraternité en parle à la page 3 de sa parution du mercredi 7 juillet 2021. 3 facteurs sont à surveiller de près, le climat, le Covid-19 et le voisin de l'Est. Pêle-mêle, le fonds routier et la COBENAM dissous par le Conseil des ministres du 7 juillet 2021 informe la Nation. Reddition de compte des communes du Mono, les populations dans l'attente du bilan des maires alertent le journal du service public.
Malgré le Covid-19, le PIB du Bénin caracolé à 8 705,9 milliards de francs CFA en 2020 a publié le meilleur. Fin de cette revue de presse économique, à dimanche prochain. Merci à vous, Patrick. Je le disais donc, de nombreux jeunes amorcent le processus du mariage sans penser à faire les tests prénuptiaux. Et pourtant, c'est un préalable, selon les médecins, bien entendu, avant de se passer la bague au doigt. On décrypte. Et sur ce plateau, avec moi, les confrères sont déjà installés. Prudence à Kandé. Prudence, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. À côté de Prudence, Ernest Kenwou. Ernest, bonjour. Merci beaucoup. Bonjour, cher ami. Alors, chers confrères, je pense que vous, comme moi, avez suivi cette actualité relative à l'obligation du test de drépanocytose avant le mariage. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oui, j'ai suivi l'actualité. Il faut dire que tout récemment, le Bénin a organisé une campagne de dépistage de la drépanocytose à travers plusieurs villes du pays. Et c'est justement dans cette période-là qu'est revenue l'obligation pour les jeunes couples de faire les tests prénuptiaux, y compris le test de la drépanocytose avant de se mettre ensemble. Je pense que nous venons petit à petit à ce qui est bien séant pour moi. Parce que, il faut le dire, par exemple, avant l'État, l'Église le faisait. Oui. Pour ce que moi je connais le plus, l'Église catholique, c'est une exigence de faire les examens prénuptiaux avant de passer au mariage. Maintenant, l'Église fait obligation de faire les tests, mais l'Église ne prend pas en fait de décision au nom des époux. L'Église dit vous prenez une décision éclairée, quoi. Vous savez faire quoi, vous avancez. Donc si l'État rejoint en fait, l'État revient avec sa capacité à communiquer sur ce fait, je pense que nous irons davantage de l'avant dans la conscientisation. Dans la conscientisation. Ernest Kenwou? Oui, je vais abonder dans le même sens que l'ami. Et actuellement, j'ai eu les infos qu'actuellement, dans les mairies, et pour le mariage, vous présentez les examens avant que le maire ne célèbre le mariage. C'est ça actuellement. Donc les choses, là, pour moi, donc c'est déjà rentré dans les habitudes. Donc il faut qu'actuellement que l'on sensibilise davantage les jeunes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression un peu que les bilans prénuptiaux viennent un peu pour, je vais dire quoi, réglementer l'amour? Parce qu'après tout, c'est l'amour qui unit deux personnes. Et quand les bilans deviennent un handicap au bien-être de ce couple-là, ça ne pose pas de problème. Oui, parce qu'il faut que le couple soit conscient que le vivre ensemble là, et qu'à l'avenir, qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes. Si déjà, vous savez que vous ne devrez pas, pour cause de choses là, pour cause des examens, enfin, pour cause de maladies, pardon, donc vous choisissez, c'est un choix. C'est un choix, comme l'a dit, éclairé. Oui, un choix éclairé, en fait. Oui. Mais l'amour s'ingère, ou plutôt l'amour est intercepté par les bilans prénuptiaux, le bilan prénuptial. À mon avis, l'amour, en fait, les bilans n'empêchent pas de vivre l'amour. Mais les bilans permettent de vivre en plus de l'amour, le bonheur. Ça, c'est ce que moi... Les bilans n'empêchent pas de vivre l'amour. Mais les bilans... Quand les résultats vous démontrent qu'il y a une compatibilité de vivre ensemble. Non, les bilans ne disent pas qu'il y a une compatibilité de vivre ensemble. C'est peut-être ce qu'il faut expliquer à mon avis. Oui, les bilans vous disent qu'il y a une compatibilité
d'avoir des enfants sains, peut-être. C'est ce que les bilans. Donc, vous pouvez rester ensemble et vivre votre amour si vous décidez, par exemple, que vous n'aurez pas d'enfants. Là, il n'y a pas de problème. Mais un couple qui vit ensemble, qui se marie et qui n'a pas des enfants, sous nos cieux, cela est mal perçu. Oui, sous nos cieux, bien sûr, sous nos cieux. Maintenant, si nous voulons vivre notre amour sans un bonheur, en fait, le bonheur d'être parent, il n'y a pas de souci. Les bilans prénuptiaux, pour la plupart, n'empêchent pas cela. Encore que maintenant, si on va sur des examens, parce que les bilans prénuptiaux intègrent aussi les tests pour les VIH et comme ça. Donc, c'est tout ça qui fait les bilans prénuptiaux. Maintenant, si vous faites les tests, vous voyez les résultats, c'est vous qui décidez, quoi. C'est une grande responsabilité quand on est en couple et quand on a déjà fait 5 ans, 6 ans ensemble et que face aux résultats du bilan prénuptial, on se rend compte que l'avenir n'est pas prometteur, on est obligé de se séparer quand même. Non, comme l'a dit l'ami, on peut vivre l'amour. On peut vivre l'amour et adopter des enfants. Ça, c'est mal perçu chez vous. Si, c'est mal perçu, mais il va falloir que nous évoluions dans la culture, c'est ça. Parce que ce n'est pas... Aujourd'hui, moi j'en connais, je connais un couple qui est à Figueroa, qui a adopté un garçon. Et puis, quand tu vois la famille, tu ne sauras jamais que c'est un enfant adoptif. C'est ça. C'est ça. Bon, je ne sais pas les raisons pour lesquelles ils en sont arrivés là. C'est ça. Alors, aujourd'hui, chez nous, par exemple, on sait que ce qu'on a l'habitude de faire sous nos cieux, c'est le concubinage. On va pas très souvent au mariage, il y en a qui y vont. La plupart des couples au Bénin adoptent beaucoup plus le concubinage. Et quand on est en concubinage et qu'on ne fait pas ce pas vers le bilan prénuptial, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est ça. C'est ça. Oui, je vois que c'est là que cette disposition, je ne sais pas si c'est déjà une loi, c'est en cela que c'est la bienvenue, que les gens aient l'information, et que le concubinage, et que il ne faut pas rester tout le temps, il faut, même en concubinage, qu'il faut qu'on fasse les examens. Parce que les gens sont en concubinage, ils ne vont pas devant l'autorité et puis ils font des enfants. Et c'est après que les gens se rendent compte que oui, voilà, que c'est des enfants de panosité et tout. Alors, Prudence, à votre avis, tel que vous parlez là, j'ai bien l'impression que l'amour a ses raisons, que la science ignore. Oui, l'amour, bon, vous êtes d'accord avec moi, je suis d'accord avec vous aussi, et l'amour a ses raisons que la science ignore, mais la science permet à l'amour de vivre de façon beaucoup plus épanouie. Il y a que quand on demande aux gens, en fait, on demande de faire les examens prénuptiaux, ce n'est pas, à mon avis, quand les gens sont prêts à se passer la bague au doigt qu'il faut faire les examens. Oui, mais malheureusement, c'est ce qui se fait chez nous. Bon, c'est ce qui se fait chez nous. Vous savez, dans d'autres pays, c'est des examens qu'on réalise depuis qu'on est enfant, à la naissance déjà. Vous verrez, par exemple, des hommes ou des femmes relativement jeunes, 20, 21 ans, 22 ans, vous lui demandez quel est son groupe sanguin. Il y en a qui sont incapables de vous le dire. Vous demandez, en fait, l'électrophorèse, il y en a qui sont incapables de vous le dire. Ce qu'il faut faire aussi, c'est encourager les gens à faire ces examens tôt. Parce que les examens que nous appelons, qu'on appelle les examens prénuptiaux, sont des examens que nous pouvons aller réaliser pour nous-mêmes. Mais si chacun le réalise pour lui-même, communiquer l'information devient plus facile. Et si j'avais déjà fait mon électrophorèse et je sais que, par exemple, je suis AS, j'ai l'information que je suis AS. Donc, désormais, je sais où est-ce que je dois aller. Maintenant, s'il faut en fait, faire en sorte qu'on prenne les examens prénuptiaux comme des examens qui ne se réalisent que lorsque deux personnes veulent passer la bague au doigt, je pense que nous serons toujours en retard d'un pas, quoi. D'un pas. Et il y en a même qui recommandent aux jeunes, dès que vous voyez, vous sentez que vous pouvez entretenir une relation, allez faire d'abord
Ne serait-ce que l'électrophorèse et les tests sanguins. Vous évoquez là ce que je pourrais appeler une faille de notre système de santé. Sinon, normalement, dès qu'on naît, on doit pouvoir faire ces examens-là et les mettre à la disposition des parents, de sorte que l'enfant, en grandissant, puisse déjà être informé. Parce que très souvent, dans nos hôpitaux, quand les enfants naissent, on ne fait pas ces examens-là. En tout cas, en ce qui concerne l'électrophorèse. Quand l'enfant a des soucis. Si l'enfant n'a aucun souci, bon... Mais pourquoi est-ce qu'il faut attendre ça? Mais de plus en plus dans les hôpitaux, avant, quand la femme va, par exemple, poursuivre une grossesse, on demande toutes ces informations-là. Bon, pour savoir à peu près ce à quoi on doit s'attendre. Et si vous êtes, quels sont vos électrophorèses, quels sont vos groupes sanguins. Donc, il y a ces informations-là que les médecins connaissent. Donc, dans la plupart du cas, quand ils ne le font pas, c'est qu'ils sont sûrs que bon, cet enfant-là n'a pas de risque d'être drépanocytaire. Alors, Ernest, quand on fait un enfant malade, notamment drépanocytaire, on est souvent obligé de dépenser beaucoup pour sa survie. Ce qui implique un aspect économique qu'on ne perçoit pas d'un premier coup. Parce qu'il y a des répercussions économiques quand on fait un enfant qui est malade, qui est souffrant, on va dire, qui a des maladies de ce genre-là. Vraiment, et quand vous avez un enfant drépanocytaire, vraiment, c'est le calvaire. Vous travaillez, vous mettez tous les sous dans les soins. Oui. Vous mettez tous les sous dans les soins. Ce qui n'est pas bon. Est-ce qu'au-delà de la maladie, il n'y a pas d'autres besoins encore? Oui. Donc, c'est déjà bon que l'État aide. C'est malade. L'État fait bien de prendre cette décision-là. Oui, c'est un peu comme pour protéger les populations. Tout à fait. C'est bien que l'État ait pris la décision d'aider les drépanocytaires afin de soulager les parents dans les dépenses pour les soins de ces enfants malades. Oui. Ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que vous avez besoin de beaucoup d'argent pour les soins de l'enfant, mais vous avez très peu de temps pour aller chercher l'argent. Parce que ça fait une crise. Bon, en dehors même des crises, c'est un souci permanent pour les parents. C'est un souci aussi pour le couple. Surtout quand en fait vous êtes déjà ensemble, ça devient une préoccupation. Il faut avoir dans ces cas, beaucoup de hauteur d'esprit. Il faut être psychologiquement fort pour pouvoir en fait affronter ces difficultés-là. Maintenant, si l'État permet d'éviter cette charge-là, ce poids-là, et à la fois économique, psychologique, je pense que ce serait à la satisfaction de tout le monde. Alors, ce qui est quand même bien, c'est qu'au-delà de cette décision que le gouvernement vient de prendre, on sait qu'il existe au CNHU un centre quand même spécialisé dans la prise en charge de la femme enceinte et du nourrisson drépanocytaire. Ça, c'est déjà un grand pas que le gouvernement fait pour accompagner ces personnes-là. Oui, c'est un grand pas que le gouvernement fait pour accompagner ceux qui sont déjà dans le cas. Maintenant, il faut éviter qu'il y ait d'autres personnes. Est-ce qu'il faut encourager, parce que nous avons un centre de traitement, est-ce pour cela qu'il faut encourager les gens, ou du moins il faut laisser les gens à tomber dans cette difficulté-là? Même dans les pays développés qui ont des techniques plus avancées pour traiter la maladie, on conseille toujours d'éviter en fait ces incompatibilités-là. Alors, un centre qui existe déjà quand même, qui s'occupe de ces personnes-là, et l'État qui vient en rajouter en nous interdisant, je dis nous, nous interdisons. Est-ce parce que aussi les moyens de l'État se font de plus en plus rares, on ne veut pas trop investir dans ce domaine-là aussi? C'est une lecture qu'on pourrait faire. Non, pour moi, ce n'est pas exactement ça. Parce qu'il faut toujours prévenir. Il faut toujours prévenir. Donc l'État est dans son rôle de quand même de communiquer ou de prendre un test de loi dans ce sens et d'obliger les gens à aller aux examens prénuptiaux. Alors, aller aux examens prénuptiaux, je disais à l'entame, au-delà de tout, nous savons que c'est l'amour qui est en jeu. Alors, quand deux couples
ont conscience qu'ils ont des risques de faire des enfants drépanocytaires et qui savent quand même qu'il y a un centre qui existe, ils peuvent quand même fermer les yeux et prendre ce risque-là, au-delà de toute interdiction faite par le gouvernement, le ministère de la Santé. Oui, c'est que là, c'est une... Comment dirais-je, c'est une responsabilité que de se voir. Parce que déjà, si vous savez que oui, il y a un test qu'il faut faire, nécessairement un test, et puis vous passez outre, et puis vous vous mettez ensemble et vous faites des enfants drépanocytaires, c'est que vous avez choisi. C'est ça. Parce que de nos jours, l'information passe, et puis c'est démontré que avant d'aller devant le maire, il faut nécessairement passer des examens. C'est ça. Et les autorités municipales, ils sont formels là-dessus. C'est ça. C'est ça. Moi, je dirais que c'est quand on ne s'aime pas suffisamment qu'on pense que sans l'amour de l'autre, on ne peut pas vivre, quoi. Parce que quand on Vous êtes déjà tombé amoureux une fois? Parce que l'amour... Je suis marié. Par amour ou à cause des contraintes qu'on est en train de... Non, pas du tout. Moi, je n'ai pas. Quand l'amour est fort, c'est difficile de se séparer. Il y a une fois, je vais peut-être raconter une anecdote. Il y a une fois, dans un enseignement, à l'église, le père, il insistait et une dame est venue, a dit, ah non, si éventuellement nous nous aimons et que, notre foi, nous avons fait le discernement et nous avons trouvé que... Le père lui a dit, ta foi, ça évolue plus que ma foi. ma foi n'est pas encore... Non, en fait, moi, c'est ce que je trouve. C'est quand on ne s'aime pas suffisamment qu'on pense que sans l'amour de l'autre, on ne peut plus vivre. C'est inimaginable, à mon avis, de croire que parce que ça ne peut pas marcher avec telle personne, c'est fini, ça ne peut plus marcher avec une autre personne. Nous sommes quand même plus, en fait, des milliards sur la planète. Mais on n'a qu'une seule âme, une seule âme sœur, je veux dire. Non, pas du tout. On a plusieurs âmes sœurs. Moi, je dis, quand bien même c'est ton âme sœur et que la personne refuse, Dieu, il n'est pas avare. Il va te donner quelqu'un d'autre. C'est sûr. C'est sûr. Il va te donner. En fait, c'est quand on veut s'enfermer. Parfois, c'est compliqué. Compliqué surtout quand on a déjà fait un certain temps. Vous savez, le contact crée l'amour. Si vous avez des centres d'intérêt communs, si vos parents, par exemple, sont d'avis et épousent déjà votre projet et tout. Mais c'est pour ça qu'on recommande aux gens de faire les examens assez tôt. Ici, en fait, vous rencontrez, ça commence et l'un demande à l'autre, tu as fait ton test, il dit oui, moi je suis AS, moi aussi je suis AS. Tout de suite, on commence par dire, nous pouvons... Mais il y a des gens qui s'aimaient bien, qui étaient prêts à aller au mariage, mais ils ont fait les examens, ils ont constaté que il pourrait y avoir un problème. Ils ont eu le courage de se séparer. Et c'est aussi ça l'amour. Espérons que tout le monde puisse avoir ce courage-là, le courage de Dieu. Alors on va finir là-dessus. C'est-à-dire, quel conseil est-ce que vous, parce qu'au-delà de cette interdiction que le ministère de la Santé a fait, quel est le conseil que vous pourriez donner, par exemple, à ceux qui nous suivent, pour qu'ils maîtrisent, qu'ils sachent l'intérêt de ces examens-là? Oui, les examens, le bilan. Le bilan, c'est une très bonne chose. Ça permet de savoir si d'ici à 20 ans, d'ici à 15 ans, d'ici à 10 ans, vous serez malade de telle ou telle maladie. Oui. Donc, moi, je conseille à tout le monde d'aller aux examens et ça permet de vivre longtemps. Faire le bilan de santé, très important. C'est très important. Moi, je dirais de ne pas prendre la décision comme une interdiction, mais comme un accompagnement. Comme un accompagnement. Oui, comme un accompagnement à vivre le bonheur. Parce que quand on va prendre ça comme une interdiction, ce sera comme une imposition. C'est comme si, en fait, on ne veut pas mon bien, non. Le temps répare beaucoup de choses. Le temps répare beaucoup de choses. Mais le temps ne répare pas les maladies, en fait, d'origine génétique. Donc,
Le temps peut vous permettre de vous relever de votre blessure sentimentale, mais le temps ne pourra pas enlever la drépanocytose de la vie de l'enfant. Merci à vous, chers confrères. Comme Prudence, j'ai dit, le temps répare les blessures du cœur. Et comme Ernest, j'ai dit, il faut faire le bilan de santé. Merci à vous. On installe tout de suite le plateau, dossier de la semaine. Je le disais, l'approche est innovante. Elle consiste à lutter contre la désertification et le réchauffement climatique en optant pour un reboisement communautaire basé sur la production de plants de diverses essences. De quoi s'agit-il concrètement? On suit cet élément et on revient en plateau. Sur ce site de la forêt classée de Wedo, un espace aménagé pour la production de plants. Ce matin, la séance de travail débute par la sensibilisation. Les formateurs rappellent à cette équipe l'importance des arbres dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces agriculteurs contribuent eux-mêmes à la production des pépinières. Pour certaines graines, le germoir est indispensable. C'est après le germoir qu'on va à la pépinière. Et on a préparé d'abord la terre, on a mis la semence, on a mis encore la terre. Maintenant, on va couvrir ça avec les feuilles de palme pour que le soleil ne gêne pas, pour que ça puisse germer. Le semi-direct est l'autre option dans ce processus de production. Le plus important, disposer d'un site approprié, d'eau en quantité suffisante, de sachets de polyéthylène bio et maîtriser le processus selon l'essence à faire germer. Si on avait fait du germoir, on va faire du repiquage, de jeunes plantules. Si on devait faire un semi-direct, on passe directement à l'ensemencement des graines dans les pots sur les planches. On installe l'ombrière, c'est-à-dire on met des pailles sur les planches à une certaine hauteur pour éviter que le soleil trop fort ne grille les jeunes plantules. Avec de l'arrosage tous les jours et pendant un certain nombre de mois. 2 à 4 mois environ de suivi, c'est le délai minimum à laquelle la pépinière peut être mise en terre. La production de pépinières à Wedo est une initiative de l'ONG CEDV. Elle travaille en collaboration avec les agents des eaux et forêts. Cette organisation y consacre la majeure partie de son temps. Leur vocation, participer à la restauration des forêts et au reboisement de plusieurs localités du Bénin. Pour la saison 2019-2020, nous avons produit 10 000 plants. Tous ces plants-là ont été mis gratuitement à la disposition de la population. Nous avons lancé une deuxième saison 2020-2021 qui a connu une augmentation de 180 000 plants que nous avons répartis dans 3 communes, à savoir la commune d'Abomey-Calavi, la commune de Ouida, la commune de Zé. À Wedo, les communautés aux alentours ont déjà bénéficié de plusieurs plants fruitiers, orangers, mandariniers, manguiers ou encore des pamplemoussis. Avant l'arrivée de l'ONG, on va payer du carburant au moins 600 pour qu'une personne aille à Togba nous payer les plants. Sinon, c'est seulement ceux qui sont un peu aisés dans la zone qui ont souvent des fruitiers dans leur maison. Maintenant, à l'arrivée de l'ONG, tout le monde a maintenant de plants. Donc l'argent là est dans nos poches. On n'a rien payé chez l'ONG. Pour la saison 2021-2022, l'ONG CEDV se fixe un autre défi. Mettre des sites de production de pépinières à la disposition de plusieurs communes. Et voilà, le décor est ainsi planté. Et notre invitée sur ce plateau pour en parler, elle, c'est Rolande Kouedanou. Elle est responsable d'ONG œuvrant dans le reboisement. On la reçoit. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, merci, super. Merci. Et pour m'accompagner dans cet entretien, Rodrigue Babaguito. Bonjour. Bonjour. Mesdames, Messieurs, c'est encore un plaisir d'être avec vous. On parle environnement ce dimanche. Alors, dans son dernier rapport, le GIEC, en tant des groupes d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, affirmait que le pire est à venir avec des implications sur la vie de nos enfants, nos petits-enfants, bien plus que sur la nôtre. À l'horizon, donc, un avenir s'annonce
très incertain et l'accès à la nourriture et à l'eau pourrait bien être difficile, suivi de la prolifération des maladies. Tout ceci parce que les températures atmosphériques et océaniques augmentent du fait de nos activités qui émettent trop de gaz à effet de serre pour que les océans et la biosphère puissent compenser en les absorbant. Roland Huedanou, la solution, selon vous, c'est une reforestation massive de la terre? Absolument. Merci, monsieur le journaliste. Et vous avez fait une très belle introduction qui est bien claire. C'est vrai, la reforestation est une solution capitale, je dirais même la meilleure. La meilleure des solutions. Absolument. Pour lutter contre le réchauffement climatique, les changements climatiques, aujourd'hui, ce n'est que ça dans le monde entier. Et vous l'avez bien introduit. À voir ce qui se passe aujourd'hui sur ce plan-là, le réchauffement climatique, si on ne fait pas quelque chose, l'avenir est incertain. Mais rappelez-nous déjà, l'arbre, on sait ce que c'est, mais de quelle manière est-ce que l'arbre contribue à la régression du réchauffement climatique? Absolument, voilà. L'arbre, connaissant le rôle de l'arbre, oui. Je vais rapidement décrire ce que l'arbre est en réalité dans l'environnement. L'arbre, je dirais tout simplement que l'arbre, c'est la vie. L'arbre est important, très très important dans l'environnement et surtout sur la santé humaine. Okay. Nous parlons de l'environnement. L'environnement, c'est dans l'environnement que tout se fait. Bien sûr. Tout se fait dans l'environnement. Et notre ONG se dit, chaque enfant a droit à la vie. Chaque enfant a droit à la vie. Et on ne peut pas parler de vie sans parler de l'environnement. Absolument. Très bien. Donc l'homme a besoin de vivre dans un environnement sain, dans un environnement qui lui permet de mieux vivre, qui va lui offrir un bien-être. C'est pour cela, connaissant le rôle de l'arbre, l'arbre nous donne de l'oxygène. Et l'arbre capte le CO2, le dioxyde de carbone qui est dans l'air. Donc, c'est tellement important, Dieu est merveilleux. La nature nous a tout donné. Et par rapport à nos actes antérieurs, ça nous a conduit aujourd'hui à ce que nous appelons le réchauffement climatique. Oui. Parce que c'est l'arbre qui assainit l'environnement. C'est l'arbre qui nous offre l'oxygène et purifie l'air que nous respirons. Le CO2 qui est tellement nocif pour l'homme. C'est pour cela que je dis que Dieu est merveilleux. Il a tout donné à l'homme. Il a tout donné. Il suffit de prendre conscience et de comprendre ce que tous ces trucs-là font dans la vie. Tous ces trucs-là font plus dans la vie de l'homme pour pouvoir les protéger. Parce que c'est dans l'environnement que tout se fait. L'arbre nous donne de l'oxygène, il capte le CO2 de la nature. Donc, l'homme a besoin de cet oxygène-là pour vivre. Et le CO2 qui est nocif pour l'homme, l'arbre est là pour purifier cela dans la nature. Et à côté de ça, tout ce qui se fait dans l'environnement, les motos, les voitures, les industries, tout ce qu'ils émettent comme gaz à effet de serre, c'est l'arbre qui est là. Si nous allons inventer une machine pour purifier l'air, la machine est déjà là. L'arbre est là, vous l'avez dit. Et justement, vous y prenez avec les populations des zones, je dirais, reculées, c'est bien ça? Bien sûr. Alors, dites-nous en plus. Voilà. Pour y remédier à cela, notre ONG a pensé et a initié un grand programme, un programme de reboisement pour un Bénin vert à l'horizon 2030. Voilà, c'est notre objectif. Donc, pour atteindre cet objectif-là, nous avons parlé de reboisement. Alors, pour reboiser, nous avons besoin des arbres. Bien sûr. Pour avoir des arbres, il faut les produire. Parce que les arbres, on ne les ramasse pas au bord de la voie. Il faut les produire. C'est pour cela que notre ONG s'est lancée dans cette production en 2019. C'est la première saison. Pour atteindre notre objectif, nous avons lancé la première saison et nous avons installé 10 000 plants pour une phase expérimentale. Pourquoi nous avons choisi les zones rurales? Ça nous permet d'avoir de l'espace. Parce que pour installer une pépinière, il faut de l'espace. Donc, voilà. Dans les zones, on a vu que nous avons la chance d'avoir de l'espace. Parce que comment nous faisons? Quand nous rentrons dans un village, dans une localité, nous touchons le chef village et nous lui expliquons le projet que nous avions amené. Donc, le chef village, il fait tout pour nous trouver l'espace, la superficie, la terre qui va abriter cette pépinière dont la communauté sera bénéficiaire. Maintenant, quand nous expliquons le projet, le chef village, il fait tout pour nous trouver l'espace. Maintenant, on fait tout ça suivi des sensibilisations. On rassemble la communauté, on leur parle de ce que nous avions amené.
de ce que nous avions amené comme projet, on leur parle de l'arbre. Et dans cette sensibilisation, tenez-vous bien, nous avons compris que les gens ne comprennent pas en réalité l'importance de l'arbre. Nous avons rencontré des gens. Les gens ne comprennent pas en réalité l'importance de l'arbre sur l'environnement et sur la vie humaine. Pour les gens, c'est que les arbres sont là, on va les couper, les utiliser, faire du charbon, le bois de chauffe, et puis les utiliser, faire les charpentes. Mais en réalité, ce que nous recherchons là, notre objectif, ils ne savent pas que l'arbre est à la base de ce que nous vivons aujourd'hui. Et après vos explications, absolument, ils ont cerné. Ils ont cerné. Après les sensibilisations, nous avons compris. Il y a les gens qui disent, mais ah bon, nous ne savons pas. Quand on leur explique que c'est les arbres qui attirent, c'est la forêt qui attire la pluie. Aujourd'hui, on observe l'absence des pluies. Les saisons ne se respectent plus. Est-ce que c'est du fait de l'abattage des arbres qu'il y a? Absolument, l'abattage des arbres, la non-protection de nos forêts, l'abattage des arbres et je dirais même le non-reboisement. Parce que l'abattage, c'est vrai. On peut abattre les arbres dans des conditions bien cadrées par les agents forestiers. Mais il faut reboiser, c'est le point capital. Il faut le reboiser, forcément. C'est important. Donc quand nous leur disons ça dans nos sensibilisations, c'est là qu'ils comprennent la réalité. Et ce qui est plus capital sur la santé humaine. La santé de l'homme dans l'environnement. La santé. Il y a des gens qui ne savent pas que l'air que nous respirons, c'est les arbres qui nous donnent de l'oxygène. Ils ne savent pas que l'arbre est là pour purifier l'air que nous respirons. Et quand un homme, on leur parle, on leur dit, quand l'homme vit dans un environnement sain, dans un environnement où il y a beaucoup d'arbres, cet homme-là va vivre longtemps. Et l'environnement de l'homme impacte, je dirais même à 85 ou bien 90% sur sa santé. Donc, quand nous disons tout ça dans les sensibilisations, les gens sont... C'est qu'ils captent ce que nous disons et ils sont attachés à notre projet. Et nous leur parlons et c'est comme ça qu'ils ont adhéré le projet. Nous avions commencé la saison dernière, 2019-2020. Nous avons installé 10 000 plants pour une phase expérimentale que nous avions mis gratuitement à la disposition de la population pour reboiser des terres, pour mettre des plants aussi dans les maisons, parce qu'il y a aussi ça qui se pose comme problème aujourd'hui. Oui. Il n'y a plus d'arbres dans les maisons, surtout les maisons en location. Il n'y a plus d'arbres, on ne laisse aucun espace pour un arbre. Donc, nous avons amené les gens à commencer par avoir l'amour de l'arbre. Donc, mais pourquoi avoir choisi justement les zones rurales pour cette sensibilisation-là? Pourquoi? Non, ces sensibilisations ne se font pas uniquement dans les zones rurales. Quand nous allons, je dis, quand nous voulons choisir et quand nous voulons installer la pépinière, nous avons préféré les zones rurales pour avoir plus de l'espace. Okay. Parce que dans les zones urbaines, il n'y a plus d'espace pour acquérir une pépinière, parce que tout est déjà viabilisé dans les zones urbaines. Est-ce que vous déplorez le fait que dans les zones urbaines, il n'y ait plus suffisamment d'espace pour les pépinières? Bon, je ne dirais pas déplorer, parce qu'on ne peut pas condamner l'évolution du monde. On ne peut pas condamner la mondialisation. On ne peut pas condamner cela. Mais comme nous avons encore la chance que nous avons encore des zones rurales qui vont nous permettre d'installer des pépinières, je pense que c'est déjà bien. Et ces arbres-là reviennent dans les villes. C'est pas que ça y reste forcément complètement dans les zones rurales. Ces arbres-là qui poussent sur nos pépinières reviennent maintenant dans les zones urbaines pour participer au reboisement. Ça veut dire que l'objectif est toujours atteint. Alors, vous disiez tantôt qu'en 2019, vous aviez fait la première phase expérimentale, 10 000 plants ont été mis en terre. Nous sommes en 2021. Ces 10 000 plants-là, qu'est-ce que ça devient aujourd'hui? Très bien. Ces 10 000 plants, nous l'avons distribué gratuitement à la population, près de 6 000 plants. Et nous avons offert 4 000 plants à l'inspection forestière départementale Atlantique Littoral. Oui. C'est de là qu'est né notre partenariat avec l'inspection forestière départementale, parce que c'est les agents forestiers, ils s'y connaissent mieux sur le plan technique. Bien sûr. Donc c'est pour cela que nous avons fait ce partenariat-là pour qu'ils nous accompagnent sur le plan technique, parce que le tout ne suffit pas de mettre les plants en terre. Il faut un suivi. Et ce suivi-là est capital pour nous. Justement, notre ONG. Sur ce suivi-là, c'est là la question. Les 10 000 plans existent toujours aujourd'hui. Voilà, parce qu'une chose est de donner les plans, une chose aussi est de les entretenir. Voilà, c'est pour cela que nous, notre ONG, nous avons une équipe de suivi accompagnée par les agents forestiers, que nous faisons un suivi strict. Nous allons sur les lieux, parce que quand tu viens chez nous, voilà comment nous procédons. Quand tu fais ta demande de plan, on prend ton nom, on prend ton contact, on prend la zone de reboisement, là où tu veux planter les arbres, et on va sur les lieux pour voir. Et le jour même de la mise en terre, nous sommes présents.
Okay. C'est pour cela que je dis merci beaucoup au capitaine, le capitaine Arnaud Orekan, qui est le responsable de la section communale d'Abomey-Calavi. Quand nous avions créé ce partenariat, il a été prompt et il est toujours disponible pour nous accompagner. Il suffit de l'appeler, mon capitaine, nous avons telle personne qui a reçu tel nombre de plans, qui veut reboiser telle zone dans telle localité. Il est toujours prêt pour accompagner, même si nous, les agents de l'ONG, ne sommes pas disponibles par rapport à notre agenda. Le capitaine fait toujours, si lui-même n'est pas disponible, il envoie un de ses agents pour suivre la mise en terre d'abord, parce qu'il faut une manière de mettre en terre un plan pour que le plan survive. Donc, ils examinent aussi la terre sur laquelle la personne veut mettre les plans là. Donc, ils font tous ces suivis-là à cette population-là. Et après, on revient sur les lieux 2 à 3 mois pour voir comment le plan est en train d'être entretenu par l'individu. Et on lui donne encore de sensibilisation, comment le faire, parce que la plante ne veut rien, il ne veut seulement que de l'eau. Et quand il est encore à l'étape un peu plus, je dirais un peu plus petit, il faut le protéger si la zone est exposée à des animaux qui viendront brouter les feuilles. Oui. Donc il faut le protéger. Donc nous apportons toutes ces informations-là à la personne qui veut reboiser un espace. Très bien, mais on parle quand même de zones rurales, hein, d'abord, hein, puisque vous êtes installé, vous y avez installé la pépinière, mais les populations des zones rurales, essentiellement, leurs activités économiques tournent autour, par exemple, du bois de chauffe. Ouais. Et dans un cas où vous venez et que vous constatez qu'un arbre a été abattu pour servir justement à leurs activités, quelle est la mesure que vous prenez? Oui, on ne leur refuse pas d'abattre l'arbre pour utiliser comme bois de chauffe. Ce que nous voulons est qu'ils comprennent le reboisement, qu'ils comprennent d'abord l'utilité de l'arbre. C'est bien d'abattre les arbres, mais quand on continue de les abattre oui. sans reboiser, bonjour la désertification, bonjour la sécheresse. Donc nous leur touchons du doigt ce qui se passe quand on abat les arbres sans reboiser. Parce que c'est l'arbre qui est l'article, je dirais, l'élément capital du bien-être de l'environnement sur le plan climatique. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, nous les touchons. On ne leur refuse pas d'abattre les arbres. On ne leur refuse pas. Mais quand vous abattez les arbres, parce que vous avez besoin de bois de chauffe, et c'est normal, parce que la population villageoise vit aux dépens des forêts qui les entourent. Exactement. Voilà, donc on ne peut pas leur refuser cela, mais il faut les amener à avoir l'amour du reboisement. C'est pour cela que nous avons mis notre particularité de la distribution gratuite. Parce que quand on va leur dire de payer des plans pour pouvoir compenser cela, je ne suis pas certaine qu'ils pourront le faire. Alors, quand vous distribuez des arbres gratuitement, vous faites comment pour trouver les plans là, pour les distribuer gratuitement? Parce qu'il y a quand même un coût pour mettre en place une pépinière, approvisionner en plants, il y a quand même un coût. Oui, c'est vrai. Vous avez des personnes de bonne volonté derrière vous? Oui, bon, c'est vrai. C'est un coût, en réalité. Gérer une pépinière, c'est un coût, c'est vrai. Nous avions commencé en 2019, quand l'ambition était née, et avec notre président, le président de l'ONG, M. Patrice Toffi, et nous avons commencé avec nos maigres moyens. Parce que quand tu veux faire quelque chose, vouloir c'est pouvoir. Vouloir c'est pouvoir. Donc nous avons commencé avec nos maigres moyens. C'est pour cela que nous avions pu faire 10 000 plans que nous avons partagés et le reste nous avions mis à la disposition de l'inspection forestière. Et quand l'ambition, nous avons une grande ambition. C'est comme ça que nous sommes lancés. 2030. Dans la recherche des gens qui peuvent nous accompagner, qui peuvent épouser notre vision. Et heureusement, nous avons rencontré des personnes de bonne foi qui ont cru à notre vision et qui nous ont accompagnés. Et c'est pour cela que la saison qui a suivi, nous avons augmenté en quantité. Nous sommes allés à 180 000 plants. De 10 000, vous êtes passé à 180 000. Absolument. Répartis sur 3 communes, nous avons installé 6 pépinières de 30 000 plants chacune. 6 pépinières, soit 2 par commune? Non, 6 pépinières de 30 000 plants chacune, oui, 2 par commune. 2 par commune, la commune d'Abomey-Calavi, la commune de Ouida, la commune de Zé. Alors, j'allais demander un peu, les autorités locales, comment est-ce qu'ils perçoivent ce projet-là que vous portez vers eux, notamment les élus locaux, chefs d'arrondissement, maires, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a vous sentez un engouement de leur part à vous offrir le terrain sur lequel vous allez mettre... Voilà, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et cette question, ça me fait beaucoup plaisir que vous l'avez abordée. Parce que
les autorités locales, nous, pour être franche avec vous, si vous me permettez d'aller directement au but. Il n'y a que ça qu'on demande. Ne citez juste pas de nom. Voilà, je ne vais pas citer de nom, c'est vrai, mais je serai très franche avec vous. Les autorités locales, je ne dirais pas qu'ils ont pris la chose telle que nous le voulons. Tel que nous le voulons. Pour l'instant, je ne sais pas si ça va venir, mais pour l'instant, ce que nous voulons chez eux, par rapport à ce que nous sommes en train de dire, on n'a pas vu cet engouement en eux. Parce que pour installer une pépinière dans une zone, on va voir forcément l'autorité locale, ce qui est normal. On ne peut pas venir dans une localité, faire quelque chose comme ça et ne pas toucher l'autorité. Nous le faisons, mais le retour... Il aurait fallu également sensibiliser ces autorités locales. On le fait. Ils sont assez aguerris. Ils ne peuvent pas nous dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle changement climatique. Mais qu'est-ce qu'ils ne font pas concrètement? Parce que vous dites qu'ils ne vous accompagnent pas comme cela se doit. L'accompagnement que nous voulons. Quand nous venons chez eux, nous leur expliquons ce que nous avions à mener. Et notre objectif, c'est de lutter contre le réchauffement climatique. Et tenez-vous bien, dans cette lutte-là, nous faisons d'une pierre deux coups. Parce que les essences que nous mettons sur pépinière, nous mettons des arbres forestiers et des arbres fruitiers. Voilà. Ces arbres fruitiers-là vont permettre, parce que nous rencontrons des jeunes qui ont hérité des terres de leurs parents et qui n'ont pas les moyens de les mettre en valeur. Donc, dans le parti, en tant qu'ONG, nous agissons toujours sur le social. Autrement dit, les arbres fruitiers vont permettre à ceux à qui vous les offrez de bénéficier de ces fruits-là. Justement, dans le même temps, nous protégeons la nature. Ce jeune-là qui a mis à notre disposition sa terre dont il a hérité, il n'a pas les moyens de les mettre en valeur. Nous leur offrons par exemple des orangers qu'il va mettre et faire un bon verger. Et d'ici 3 à 4 ans, il va commencer par vendre ces fruits-là. Et la communauté sera impactée. Il aura assez de fruits. Et ils vont trouver ces fruits-là d'abord à moindre coût, qui est capital. Et en même temps, il y a la forêt. Donc, nous agissons deux fois. Nous protégeons l'environnement et nous impactons en même temps sur le plan social, pour ne pas dire économique. Très bien. Vous luttez pour l'autosuffisance alimentaire. Absolument. C'est bien ça. Alors, vous avez couvert actuellement 3 communes et votre cas est plutôt un cas école. Est-ce que vos ambitions vont vers une couverture des 117 communes? Bien sûr. Donc vous rêvez d'un Bénin entièrement reforesté. Je n'ai pas fini. On n'a plus assez de temps. Absolument, je vais rapidement terminer parce que vous m'aviez dit qu'est-ce que vous voulez ou bien qu'est-ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons, on n'a pas eu chez les autorités locales. Ce que nous voulons est que nous voulons leur accompagnement. Leur accompagnement, ça veut dire parce que leur voix porte. Leur voix porte dans leur localité. Les chefs au village, quand ils parlent à leur communauté, ils disent voilà un projet qui est venu dans ma localité. Je ne voudrais pas que ce projet-là parte. Il faudrait que nous bénéficions de ça. C'est important, c'est de l'environnement qu'on parle. Parce qu'aujourd'hui, voilà. Ils ne font pas cela. C'est ce qui nous frustre, nous. Parce que c'est des autorités, nous avions dit. C'est eux qui vont donner l'information à la localité. Nous, en tant qu'ONG, nous amenons ce projet pareil et on le voit un peu réticent. Et ça va venir. Nous avons la conviction que ça va venir. C'est sûr que ça viendra et je suis certain que Roland de Kouidanou, votre voix n'est pas tombée dans des oreilles de sourds. Ulvaeus Balogun, protéger les arbres et en planter de nouveau pourrait permettre de réduire les émissions de dioxyde de carbone jusqu'à 6 mégatonnes par an entre 2025 et 2055. Donc, le cas école que nous avons, il faudra bien le suivre. Il faudra bien le suivre d'ici 2030. L'ambition au Bénin, c'est 2030. Espérons qu'avec cette initiative 2030, on puisse atteindre cet objectif. Merci à vous pour ce plateau très édifiant. Ce sera tout pour Wikeko de ce dimanche. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj, mais également sur la page Facebook de Bénin Business 24. Portez-vous bien et à dimanche prochain. Merci.